Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le grand Maher, pianiste, chanteur, compositeur, qui va nous parler de son parcours, de ses rêves et projets pour demain. Ok. Bonjour Maher. Salut. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Alors, je m'appelle Maher Beauroy. Je suis pianiste, compositeur, auteur, interprète martiniquais. Bientôt 35 ans. D'accord. Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Un homme comblé aujourd'hui. Je suis heureux dans ma vie. Tout va bien. Je suis le papa d'un petit garçon incroyable que je prends, avec qui je prends un temps magnifique à discuter, même s'il est très jeune. Mais il a déjà beaucoup de choses à dire. Donc voilà, tout ça crée autour de moi une bonne énergie et me rend très heureux aujourd'hui. Super. Donc un papa heureux et comblé. Absolument, papa heureux, comblé, musicien aussi heureux et comblé. Donc voilà, pourvu que ça dure, la vie aujourd'hui, elle me sourit, je lui souris aussi avec plaisir, et puis je prends le temps et le soin de profiter vraiment de tous les petits moments que je vis en ce moment. Très bien. Donc nous allons revenir au fur et à mesure en fait de l'entretien sur ces différents points. Sacha qui arrive effectivement en 2020, les albums que tu as effectivement produits. Donc tout d'abord tu as débuté le piano très tôt, donc avec ta mère, vers 5 ans. Ouais, c'est ça. Et tu adores chanter. Oui, j'aime beaucoup chanter depuis très jeune. Je crois non, je crois pas, j'en suis sûr parce qu'il y a des vidéos qui l'attestent, parce que mes parents avaient un caméscope, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque, et ils me mitraillaient beaucoup, et donc il y a plein de vidéos de moi qui chante avec une guitare, c'était un jouet. Et donc je chantais Tiken, Jean-Jacques Goldman, toutes sortes de choses. Et donc le chant fait partie de ma vie depuis longtemps. Le piano, c'est l'instrument que j'ai appris à l'école, avec différents profs en Martinique pendant de longues années, puis à Paris, puis aux États-Unis. Le point de départ, en tout cas de ma pratique pianistique, se pose à Casse-Pilote. J'ai grandi là, à Casse-Pilote. Et ma mère qui me donne mes premières leçons de piano, parce qu'elle en a fait, étant jeune, et que mon père lui avait offert un piano. Et quand je suis né, le piano était déjà à la maison. Et donc très naturellement, elle m'y a mis, quoi. Et puis depuis, j'ai pas quitté cet instrument, et je suis très heureux d'avoir fait le choix d'en avoir fait mon métier. Et ça, c'est super. D'accord. Beaucoup de chance, ouais. Et dans la famille, il y a des musiciens, parce que ta mère, elle a continué à jouer ou... Ma mère n'a pas continué, elle a arrêté le piano, elle était très jeune aussi, elle devait avoir une dizaine d'années. Pas de parents musiciens. Un cousin à ma mère, Maurice Kéclar, qui est guitariste, connu en Martinique. Mais sinon, non, pas spécialement. Nous sommes deux en fait avec Maurice à faire de la musique de manière professionnelle. D'accord. Donc, on disait tout à l'heure que tu t'es passionné de chant, de musique, et tu commençais par une formation classique, puis tu te lances dans le jazz. Ouais. Et tu es un amoureux de la fusion. Est-ce que tu peux nous dire pour toi ce qu'est la fusion alors? La fusion, très simplement, c'est mélanger deux genres musicaux qui a priori ne sont pas apparents, enfin, ne viennent pas de la même souche, on va dire. Et y trouver quand même point commun et essayer d'arranger les choses pour que ces deux influences puissent s'harmoniser et puissent être jouées ensemble. Et donc ça, je trouve ça passionnant hein, d'un point de vue musicologique. La fusion existe depuis toujours, et puis aujourd'hui, la mondialisation qui a commencé il y a bien des décennies force à mélanger les cultures, la musique notamment, quoi. Donc c'est aussi être quelqu'un de contemporain que de faire fusionner les choses. Alors il faut quand même des gardiens du temple, hein. Il faut des gens qui préservent les traditions. Il en faut d'autres, et je pense que j'en fais partie, qui travaillent pour mélanger les gens et peut-être trouver de nouveaux sons, de nouvelles sonorités pour proposer une autre vision.
Et ta mère, elle a justement vécu à Abidjan pendant quelques années. Est-ce que tu penses que ça a eu une influence sur cette ouverture, en fait, que tu as sur ta musique? Probablement. Dans mon éducation, le leitmotiv est d'être curieux. D'être curieux et de s'interroger sur les choses qui nous entourent. Et donc d'être réceptif à l'autre aussi, dans tout, pas seulement dans la musique. Et évidemment dans la musique, j'ai ce qu'on m'a appris, ce que mes parents m'ont transmis, aussi agit aussi sur ma musique, quoi. Donc et je pense que ça elle est née à Abidjan, elle y a vécu une vingtaine d'années. C'est sûr que ça a participé à la femme qu'elle est aujourd'hui, à ce qu'elle m'a transmis, l'amour de l'autre. Le respect d'autrui. Mon père aussi, pareil, hein, très à cheval sur ces aspects de la vie en communauté, que de permettre à l'autre de s'exprimer, la démocratie, la participation, voilà, la collectivité, penser les choses ensemble pour pouvoir les faire mieux, quoi. Donc oui, ça agit sur ma musique, oui, définitivement, ouais. Et sur qui tu es. Et sur qui je suis, c'est sûr, ouais. Donc, tes parents sont très impliqués dans cette ouverture au monde que tu as développée. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? Qu'est-ce qui t'intéressait, en fait, très jeune? Comment était le jeune Maher? Je crois que j'étais un enfant obéissant, pas si heureux, comme on dit. Ou alors je l'ai été, mais beaucoup plus tard. J'ai fait les choses un petit peu... J'ai fait les choses pas à l'endroit. Mais enfant, j'étais plutôt sage et obéissant. J'écoutais mes parents. J'ai été fils unique pendant 8 ans. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui n'avaient Dieu que pour moi et pour mon épanouissement. Donc ils m'ont offert plein de choses. La pratique du sport, de l'art, aller voir les concerts, aller voir les expositions, voyager. Donc j'étais un petit garçon chanceux, je crois. La première chose qui m'a vraiment intéressé, c'est le foot. Mon père, grand fan de football, de sport, il a été éducateur sportif, quasiment une grande partie de sa vie. Et donc l'amour du sport, et donc je voulais être footballeur. Bon, c'était plus compliqué que ça, parce qu'il faut avoir un peu plus de talent que jouer dans la cour, dans la cité avec les copains. Mais je voulais devenir footballeur, j'ai voulu aussi devenir journaliste, ça m'intéressait beaucoup, journaliste à la télé. D'accord. J'avais une admiration pour les journalistes qui présentaient le JT. Donc je me disais, je veux devenir journaliste, présenter le journal. Et puis voilà, le piano, la musique a vraiment été là toujours, quoi. Donc c'est en rentrant en seconde au lycée de Bellevue, je rentre dans une seconde musique où je rencontre plein de copains qui sont devenus musiciens aujourd'hui. Et c'est là, je me dis, bon, là, c'est sûr, c'est ce que je sais faire de mieux. Donc, je vais me lancer dedans. Et puis, mes parents m'ont accompagné, m'ont permis de croire en ce rêve-là, à condition d'y mettre tout mon cœur et ma persévérance. Et voilà, je suis comblé, quoi. Enfin, donc voilà, mes premiers amours, c'était pas la musique. C'était le sport et le journalisme. Et qu'est-ce que ça représente, la musique, pour toi? Aujourd'hui, c'est comme de l'oxygène, quoi. Il m'arrive parfois de pas écouter de musique. J'écoute pas toujours de la musique. J'aime de plus en plus le silence, être dans un endroit calme et silencieux. Mais n'empêche que c'est sans doute ce silence, sans doute pour alimenter mon imagination, parce que dans ma tête, je chante très souvent des trucs. Pas forcément des choses que j'invente, hein, des choses connues, mais j'ai tout le temps de la musique dans la tête. Et aujourd'hui, voilà, la musique, c'est de l'ordre de l'instinct et du réflexe, quoi. J'en ai besoin le matin, j'en ai besoin pour aller mieux, pour me détendre, pour m'amuser, évidemment, comme plein de gens ici. Et, donc la musique, voilà, quoi, c'est essentiel pour moi. Mais il n'y a pas seulement la musique, parce qu'on va revenir un peu sur ton parcours académique. Donc, lycée Bellevue, tu quittes la Martinique en 2006 pour Paris. Ouais. Pour poursuivre ta formation. Ouais, tout à fait. Tu intègres en 2017 une école de renom à Boston. Oui. Et en fait, pour partir, ton père t'offre un livre.
Oui. Oui. Et c'est le début, en fait, finalement, de quelque chose de différent. Oui. C'est, en fait, quand je quitte la Martinique, donc j'ai 18 ans, après mon bac, donc je pars en musicologie pour étudier à Paris 4 en Sorbonne, et donc à l'aéroport, il y a plein de jeunes dans mon cas qui prennent l'avion pour faire les études, donc les gens pleurent de tous les côtés. Moi, je suis très ému parce que ça représente quelque chose de fort, quoi, faire ses études. Et donc, et de manière très solennelle, parce que mon père, parfois il a une posture un peu comme ça, il me tend un livre et me dit, écoute, probablement que tu le liras pas tout de suite parce que bon, c'est un peu particulier, mais s'il te plaît, quand t'as un petit moment et quand tu es prêt, ouvre ça. Et c'était Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon. J'ai dû prendre bien une année. Il était posé sur mon bureau là comme un trophée, et puis j'ai fini par l'ouvrir. Parce que je rencontre un de mes camarades à la fac, qui s'appelle Rida Ben Abdallah, avec qui j'échange, avec qui on parle de musique, avec qui on crée de la musique, avec qui on parle de Frantz Fanon. Parce qu'il est algérien, et que Frantz Fanon est un héros national là-bas. Et là, je me disais, c'est le moment. Donc j'ouvre ce livre, et là, j'arrive pas à le décoller de mes mains. Je veux en lire un petit peu plus chaque jour des passages. Et ce qui me frappe, c'est la modernité du propos, alors qu'il avait été écrit bien des années avant. Et là, on est en 2006, et Frantz Fanon, dans plusieurs de ses passages, décrit l'homme noir qui arrive dans l'Hexagone, l'homme noir et toutes ses névroses, ses complexes par rapport à sa terre natale, dans ses relations humaines, dans ses relations amoureuses, avec les femmes blanches notamment, et comment il se positionne avec les autres, quoi. Et je lis ça, je me dis, mais d'accord, donc en fait, c'est toujours le cas pour plein de gens, quoi. Et je me retrouve dans ça. Et je me dis, c'est prodigieux, quoi, ce que je suis en train de lire. Je partage ça avec Rida. Et puis quelques mois plus tard, on commence à écrire de la musique sérieusement tous les deux. On compose des morceaux. On mélange nos deux influences, nos deux traditions musicales. La tradition antillaise martiniquaise et lui, c'est la tradition de la musique arabo-andalouse et algéroise en particulier. Et on met au centre de ça la figure de Frantz Fanon. Et ça a donné plus tard Insula, l'album que j'ai enregistré, qui est sorti en 2022. En 2022, ouais. Quelle trajectoire, ouais, c'est drôle. Oui. Et on va revenir quand même un petit peu en arrière, puisque Berklee. Alors. Berklee, c'est un autre chapitre important dans ma vie, parce que c'est une école qui me faisait rêver depuis longtemps, dont mon père m'avait parlé quand j'étais au lycée, parce qu'il m'avait demandé qu'est-ce que je voulais faire. Et donc bon, le foot c'était déjà fini, ma carrière était déjà finie avant d'avoir commencé. Le journalisme, voilà, bon, la musique c'était mon truc, quoi. Il me dit, il y a une super école, ce serait super que tu la fasses aux États-Unis, qui s'appelle Berklee. Je connaissais, je savais pas ce que c'était. Et donc voilà, je regarde ça sur Internet, je regarde des vidéos, je me dis waouh, ah oui. Et puis je vois les célébrités, les sommités du jazz à l'époque et même aujourd'hui qui sont passées par cette école. Et je me mets en tête, je me dis, moi, il faut que j'y aille là, il faut que j'y aille, c'est sûr. Il me dit, par contre, mes parents, en chœur, me disent, mais tu iras à l'université, c'est important d'avoir un diplôme universitaire en français pour pouvoir, avoir une issue de secours si jamais ta carrière musicale ne fonctionne pas. En bon enfant obéissant, je m'exécute et je m'embarque dans des études de musicologie qui à la base ne m'intéressaient pas tant que ça, mais parce que voilà, l'opinion de mes parents compte pour moi. Donc je fais 5 années, je fais un master de musicologie et dans une spécialité qui s'appelle gestion et administration de la musique. Et c'est dans ces années-là que je rencontre Rida. Donc en fait, je me dis, voilà, rien n'arrive par hasard, ça c'est ma mère qui dit ça souvent, rien n'arrive par hasard, et donc je les remercie. Et quand Berklee arrive, j'ai fini toutes ces études de conservatoire et de fac à Paris. Je relance mes parents et je leur dis, bon ça y est, est-ce que je peux faire cette école? Ok, pas de problème, sauf que voilà... Le problème majeur des grandes écoles américaines, c'est le prix de l'école. Ça coûte extrêmement cher, hein, c'est inatteignable pour mes parents.
Et donc là, on entame tous ensemble parce que c'est vraiment un projet collectif, quoi, un projet familial. On cherche des financements, des aides publiques et privées en Martinique pour pouvoir financer cette école. Alors voilà, Dieu merci, ça fonctionne jusqu'au bout. Donc je suis diplômé en 2017, 18, je m'en rappelle plus, 17 de l'école. Et voilà, j'ai rencontré là-bas des gens incroyables, quoi, des musiciens très jeunes, très forts. Rencontré des musiciens du monde entier. Certains d'entre eux ont participé à mon premier album, qui s'appelle Washa. Oui, on va dire en 2019. Enregistré en quintette, avec Jesse Cox à la batterie, qui vient de Suisse, Julian Velasco, qui est vibraphoniste, percussionniste d'Équateur, Antoine Beu, qui est violoniste parisien, français, et Lucy Clifford, qui vient d'Australie, qui joue de la basse. Donc voilà, ça c'est Berklee, ça c'est le tout monde, quoi, qui est représenté. Et il participe à mon premier album, Washa, en 2019. Toutes ces rencontres façonnent finalement qui tu deviens. Parce qu'en 2019, il y a Washa, mais 2020, il y a aussi le petit Sacha. Oui. 2019, mon fils naît. Ah oui. Il s'appelle Sacha. Il a 2 ans et demi aujourd'hui. 2019, quelques mois plus tôt, je rencontre sa maman. Voilà, un amour, une passion qui se matérialise par la naissance de notre fils. Oui aussi, hein, une sacrée étape dans ma vie d'homme et puis d'artiste, quoi. C'est quelque chose. Est-ce que cette paternité, en fait, a changé ta vision du monde et de la trace que tu souhaites laisser sur Terre, pour lui ou pour ça c'est certain, c'est certain. C'est-à-dire que toutes mes projections, tous mes projets sont aussi orientés vers lui. C'est-à-dire qu'il y a certes mon épanouissement personnel et faire ce que j'aime, me lever le matin, avoir du plaisir à le faire, mais aussi faire des choses pour que lui s'y retrouve. Alors peut-être qu'il n'aimera pas ce que je fais aujourd'hui, mais en tout cas qu'il se dise bon, voilà, mon père a fait ça, c'était cool. C'est un homme qui a compté dans le paysage musical martiniquais et peut-être mondial, on ne sait pas. Et j'en suis fier. C'est sûr que c'est quelque chose qui est très présent dans mon esprit, de faire les choses avec minutie et précision pour lui aussi, pour qu'il soit fier de moi. J'aurais très envie qu'il soit fier de moi. Il est souvent présent lors de tes prestations ? Non, pas. Il est pas présent. Il l'a été. Il était tout petit. Aujourd'hui, non, parce que les concerts peuvent être très longs et pas adaptés à un enfant de son âge. Très fort aussi, donc faut faire attention aux oreilles des petits. Mais il assiste aux répétitions à la maison. Il assiste à ma pratique quasi quotidienne du piano. Et il m'écoute gentiment, il participe des fois, très souvent il m'empêche de pratiquer parce qu'il veut jouer en même temps. Ah ben voilà, justement la question à l'avenir alors. Sacha et le piano, c'est une histoire d'amour aussi, ça devient pareil que papa ? Je sais pas trop, non je crois pas, je sais pas. Il aime la musique, on chante très souvent, et puis moi la musique c'est mon truc, forcément, si je dois lui enseigner quelque chose, ce sera ça, peut-être probablement en premier. Donc on chante très souvent, je lui apprends les paroles de certaines chansons, il les reproduit comme il peut. Le piano aujourd'hui, pour lui, c'est un gros objet à la maison, qui fait du bruit. Il aime bien, il arrive à grimper sur la banquette tout seul, donc il s'y met. Moi, je force pas trop. Je force pas du tout, même je le laisse aller à son rythme vers l'instrument. Et puis s'il veut pas faire de piano, il veut faire autre chose. C'est ok, il y a aucun problème avec ça, quoi. Mais c'est sûr que la musique, c'est sûr, ça fera partie de son éducation, ça c'est certain. Très bien. Mais pour revenir justement à 2022, celui-là, on sait que tu es très engagé sur la transmission, l'identité, la culture. D'ailleurs, tu dis de toi que tu es un musicien politique. J'ai dit ça ? Oui, tu as dit ça. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Un musicien, je pense, fait de la politique
La politique est tellement présente partout, quoi. Donc je pense que être musicien, c'est sûr, c'est prendre position, quelle que soit sa position. Et puis pour ma part, Insula est un projet politique. La politique est un domaine, je ne suis pas expert en politique, mais qui m'intéresse en tout cas. Et la condition des femmes et des hommes afro-descendants aujourd'hui vivant en Martinique ou ailleurs m'intéresse aussi. Les questions qui ont... les étapes plutôt qui ont façonné la Martinique m'intéressent aussi. Par conséquent, Insula arrive à un moment où je suis sensible à tout ça. Je suis sensible à tout ça, et puis je prends de manière très claire des positions. Voilà, donc musicien politique. Alors j'en fais pas un fil rouge dans ma carrière. En tout cas, engagé dans les messages qui sont passés. Engagé. De toute façon, un projet comme celui-ci, c'est sûr que c'est de l'engagement personnel. C'est beaucoup de moi-même dans Insula. C'est un projet qui me touche beaucoup parce que je vois aujourd'hui à quel point le combat de Frantz Fanon, qui était de libérer les peuples de la colonisation, à quel point la colonisation a été quelque chose de violent et de brutal pour plein de civilisations, pour plein de pays qui se sont vus complètement déconstruits, ont vu leurs mœurs, leurs coutumes, leurs religions, leurs croyances être déconstruits par l'oppression coloniale. Tout cela pour des questions économiques principalement. Et donc aujourd'hui, voilà, la colonisation existe toujours, bien sûr. Donc c'est un projet qui est contemporain, puis c'est une question vraiment essentielle qu'on vit. Et pas seulement en Martinique, hein, oui, tout à fait. Le monde entier est traversé par la colonisation économique en particulier aujourd'hui, quoi. Et les questions de géopolitique. Et, exactement. Ouais. Et le BJC. Le Big in Jazz Collective. Ah oui. Yeah. J'aime bien voir en fait tes yeux briller quand tu en parles. Alors. Ouais, c'est super. C'est un projet, franchement, c'est un projet qui a débuté il y a 2 ans, en 2020. À l'initiative de Thomas Boutan, qui est directeur musical, programmateur du festival Big in Jazz, et qui donc m'appelle pour me faire part d'un projet qu'il a, de rassembler des musiciens guadeloupéens, martiniquais et haïtiens, monter un répertoire autour des musiques traditionnelles. Voilà, il me dit ça, il me dit t'es chaud? Je dis moi, je suis chaud direct. Et je demande pas tout de suite, j'ai dit mais je demande pas tout de suite qui il y aura dans le groupe. Et de lui-même, on l'entend discuter, il me dit bon alors il y aura Thilo Bertolo à la batterie, Ralph Lavital à la guitare, je dis Ludovic Lou à la trompette, Joe Omissi au saxophone, Yann Negrite, et comme ça il est en train de dégrainer comme ça les noms, Stéphane Castries, Sonny Troupé. Pour moi des tueurs, des mecs avec qui parfois j'avais déjà fait de la musique, mais là me retrouver dans un groupe avec eux, quel bonheur. Donc je dis ah oui, tout de suite, direct. Il me dit bon, on a une résidence d'artistes qui commence dans tant de mois, donc on se donne rendez-vous là-bas et on se rencontre à Fort-de-France et on commence à arranger des musiques issues du répertoire traditionnel. Et voilà quoi, c'est un pied dès le départ. Ça fonctionne tout de suite, la sauce prend tout de suite, on s'amuse. Et l'amusement c'est quelque chose qu'on cultive et qu'on entretient. On aborde toujours les sessions de travail en s'amusant, en jammant, en faisant le bœuf. Et puis après, le travail commence à se construire petit à petit. Et donc voilà, c'est des gars que j'admire, que j'aime vraiment beaucoup. Ils sont devenus des copains, des amis, avec qui on partage plus que de la musique d'ailleurs. Mm-hmm. Donc voilà, le Big in Jazz Collective, j'espère, c'est un groupe qui va perdurer, qui fera plus d'un album et qui sera aussi un des fleurons de la musique antillaise, j'espère. Très beau parcours. En peu de temps, 35 ans, toute cette chose, toutes ces belles rencontres. Ah ouais, j'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. Mais bon, c'est aussi pour ça que je fais ce travail, quoi. Les rencontres, et puis c'est passionnant de voir
est tellement surprenant de voir les trajectoires que l'on prend. Voilà. Parce que tu as beaucoup voyagé en plus ces dernières années, tu as joué un peu partout dans le monde, Floride, Indonésie, Russie, Équateur, Colombie. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance, ouais. C'est génial. Avec du recul, je me dis, waouh, c'est vrai que c'était cool. Toutes ces personnes qu'on a croisées en tournée, le public, les organisateurs, les gens toujours bienveillants pour la musique et qui nous ont poussés, quoi. J'ai une bonne étoile et j'espère qu'elle restera au-dessus de ma tête longtemps, quoi. Et les voyages, qu'ils soient on va dire qu'ils soient spirituels ou le voyage, se déplacer, c'est la musique invite à ça. Et c'est pour ça que j'ai fait ce métier, clairement. On arrive au terme de l'entretien, mais si je te dis audace, perfection et rêve, est-ce que ce sont des qualificatifs qui te correspondent? D'ailleurs, je crois que Maher signifie performant et adroit. C'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Alors, les rêves de Maher. Les rêves, écoute, déjà, c'est avoir une bonne santé, prendre soin de moi. La vie de musicien, parfois, peut être un peu difficile à cause des déplacements et de la fatigue qu'on accumule, les fêtes, et toutes les sollicitations extra-musicales. Donc, il faut prendre soin de soi. Donc, voilà. Du sport, moins se fumer, moins se boire d'alcool, être bien dans ma peau pour pouvoir donner le maximum sur scène et dans mes productions. Ça, c'est déjà mon premier rêve, ce serait de prendre soin de moi comme il faut, et puis continuer à produire, être toujours prolifique, imaginatif, et pour cultiver tout ça, il faut aller voir des concerts, voyager, lire, sortir de la musique et s'inspirer de peinture et de littérature, être curieux du monde qui m'entoure. Et l'audace? L'audace, oui, ne pas avoir peur de prendre des risques. C'est ça. En prenant des risques, on prend le risque justement de faire de grandes choses. Rester dans sa zone, c'est vrai que c'est très rassurant, mais il faut aller plus loin, quoi. Moi, j'ai envie d'aller plus loin que ça et de proposer vraiment une vision musicale qui fera évoluer, j'espère, la proposition musicale artistique des Antilles. Génial. Le mot de la fin serait quoi, Maher? Parce que je vais quand même citer, il reste pas beaucoup de temps, mais la musique de Maher Brouat, c'est une mélodie entre tradition et modernité, un mélange de jazz, pop et de rythme caribéen. Je trouve ça pas mal. Yeah. Hein? Ouais, c'est joli. Ouais. J'aime bien. Ouais. Le mot de la fin, je dirais... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Je dirais toujours plus de transversalité. Voilà. C'est toujours essayer de traverser les genres, aller au-delà des carcans qu'on nous met très souvent. Un style musical, un mec qui vient des Antilles, un gars comme ci, un gars comme ça. Essayer d'être transversal, d'aller vers les autres toujours. Voilà, je dirais ça, de la fin, transversalité et partage. Super. Yes. Et ouverture. Et ouverture, bien sûr. Merci Maher. Merci beaucoup.